Chers amis, bonsoir. Toujours pour moi un immense plaisir et un privilège de vous rejoindre pour notre rendez-vous culturel et vespéral, Culture l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes tous horrifiés par les images qui nous parviennent de Palestine et si nous sommes traumatisés par la sauvagerie des sionazis, cependant, que ce soit dans les ouvrages académiques ou dans les témoignages personnels, nous sommes étonnés de retrouver la même sauvagerie, la même cruauté et la même déshumanisation de la part de tous les colonialismes, y compris du colonialisme français, dont la sauvagerie n'a eu d'égal que l'héroïsme avec lequel le peuple algérien lui a résisté. Pour en parler ce soir, j'ai l'immense plaisir tout d'abord d'accueillir Madame Safia Belhoussine Zmili. Madame Zmili, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous, Madame Zmili. C'est un plaisir de vous recevoir après celui d'avoir découvert votre ouvrage. Vous êtes pédagogue, oui, écrivain, auteur d'un ouvrage qui s'appelle 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire, et qu'on va découvrir avec votre aimable concours. Alors pour commencer par le commencement, comment vous est venue l'idée de réunir tous ces petits témoignages et surtout, comment vous avez fait, puisqu'il y a des témoignages de vos souvenirs étant enfant, mais aussi ceux de votre fratrie et de votre famille. Comment s'est effectué ce travail magistral, puisqu'à la fin, on retrouve un fil conducteur, oui, qui montre deux choses que nous allons essayer de dégager ensemble. Merci. En fait, vous savez, quand on a vécu psychologiquement, c'est expliqué, c'est des traumas que notre cerveau remise au fin fond d'une mémoire. C'est comme s'il mettait une chape de plomb ou vraiment une grille en métal massif afin que ça ne ressorte pas, que ça n'influe pas trop sur notre évolution dans la personnalité et le caractère. Et puis, il y a souvent un déclic qui fait que ça arrive. Et le déclic, il a eu lieu lors d'une soirée à la radio. Je suis très radio, fidèle à la radio Chaîne 3, qui aussi a joué un rôle un petit peu la radio a joué un rôle dans mes souvenirs. Et c'était le 19 mars, donc le cessez-le-feu, qui depuis quelques années, le 19 mars, c'est la fête de la victoire. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'ai dit voilà, je voudrais raconter un souvenir de mon enfance qui était venu comme ça, comme un flash. Je l'ai raconté. Et puis, on a débattu un petit peu, etc. Et puis, dès que j'ai raccroché, j'ai été sur mon clavier. J'ai pianoté très rudimentairement le souvenir. Et puis, quelques jours après, on m'appelle. On me dit, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? Il y a des personnes qui voudraient vous contacter à cause de ce que vous avez raconté. Et puis, de fil en aiguille, d'abord, ce premier souvenir a fait réapparaître d'autres. Petit à petit, j'ai pu écrire rudimentairement ces souvenirs et de fil en aiguille, certains me racontaient. Puis même quand je suis comme ça dans un groupe d'amis ou dans la famille et tout, je raconte un petit peu et ils me disent oui, moi aussi j'ai vécu ça. Oui, moi aussi j'ai vécu ça et ainsi de suite. Puis à un moment donné, j'aurais dit, est-ce que l'idée m'est venue de compiler un petit peu. J'aurais dit, est-ce que vous m'autorisez à transcrire les vôtres dans c'est un blog privé, j'ai un blog mais que je n'alimente presque plus. Et puis donc j'ai été autorisée, de fil en aiguille. J'ai croisé Monsieur Lazhari Labter, le préfacier de votre ouvrage, avec son recueil de souvenirs d'enfance qui s'appelle La cuillère et autres petits riens, oui, que j'avais acheté. Et puis l'un dans l'autre, je lui avais fait un retour sur son recueil. Il avait beaucoup apprécié. Puis un beau jour, j'ai eu l'idée de lire, de faire un audio de ce qu'il raconte sur sa maman, Zahra. J'ai pris un extrait, puis je lui ai envoyé l'audio, qu'il avait beaucoup touché et tout. Puis je lui ai dit, moi aussi j'ai des souvenirs. Puis j'ai envoyé un ou deux, je ne me souviens pas. Il m'a dit, vous en avez combien? Je dis, écoutez, j'en ai, en tout cas, les miens, c'est tant. Et j'ai quelques-uns d'amis et tout. Il m'a dit, si vous arrivez à faire 15 ou 16, je vous le préface. Et c'est comme ça que la machine s'est ébranlée. Et puis, j'ai amélioré, j'ai romancé. Je pense que ceux qui l'ont déjà lu savent que c'est un petit peu romancé. C'est pas véritablement un témoignage académique ou c'est pas un essai d'histoire, mais ça fait partie de l'histoire. Je considère que, comme je le dis, c'est sans le vouloir, j'ai ajouté un maillon
vous l'avez pas tant romancé, parce que dans ce cas-là, ce serait ajouter des éléments fictionnels. Oui, Vous l'avez esthétisé, en fait. c'est ça, voilà. En fait, j'ai joué Sur le récit. le récit, et puis, vous savez, dans l'enfance, vous êtes dans l'imaginaire, Ouais. vous êtes dans le réel, mais ce réel que vous percevez à votre, À travers selon ce votre que prisme, votre... oui. Voilà, d'ailleurs, votre émission L'autre regard, je pense que ce recueil donne un autre regard Absolument. à l'histoire de la guerre de libération. Et pourtant, ces autres regards se rejoignent. D'abord sur un principe euh, très souvent énoncé, mais pourtant qu'on ne garde pas suffisamment à l'esprit, à savoir que ce fut une révolution qui a été portée par l'ensemble du peuple algérien, y compris par les nourrissons. Et on le voit à travers l'histoire de votre... la paillasse. Voilà, de la paillasse. Paillasse où j'ai gardé l'image que j'ai toujours de ma mère dont le visage avait toujours été serein, et ce soir-là, elle était au chevet de mon frère, par terre, son matelas on l'appelait à l'époque le paillasse, il dormait paisiblement, mais elle pleurait, elle dormait, elle n'avait pas dormi, je suppose. Moi, en tout cas, quand je me suis endormie, elle ne dormait pas encore. Mais quand je me suis réveillée, il n'y avait plus rien de cette scène. Et de fil en aiguille, j'avais découvert que, en fait, mon frère dormait sur des grenades, et mes frères aînés m'ont dit dernièrement, tu sais, c'était pas la première fois qu'il dormait sur quelque chose. C'était soit des pistolets, soit des balles, soit etc. C'est-à-dire que voilà, sa paillasse, justement, servait à couvrir et à stocker les armes de l'ALN. Oui, mes frères m'ont raconté comment mes parents décousaient les oreillers et tout pour mettre dedans ce que mon père devait transmettre le matin quand il partait au travail. Et voilà, donc disons que j'ai été, comme tous les enfants qui sont là et comme les millions d'enfants qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui sont aujourd'hui de mon âge ou plus âgés ou qui sont déjà partis, on a été l'œil d'une caméra en fait, et on a vécu la guerre en filigrane, on ne comprenait pas ce que c'était, et puis on a participé sans le savoir, voilà. Et en vous lisant, j'ai dit que les ouvrages académiques se rejoignent avec ces témoignages. Pardon, lorsqu'on lit Frantz Fanon, il y a un chapitre dans l'an 5 de la Révolution algérienne, censuré par la France civilisatrice, où Frantz Fanon parle de cet événement de la radio. Il dit que d'abord le peuple avait refusé ces instruments de propagande idéologique lorsqu'ils étaient au service de la France, mais lorsque le FLN commence à diffuser son propre discours, le peuple algérien se rue sur les postes de radio, et pour vous aussi ce fut un événement. Oui, justement, d'ailleurs Lazare Lapter le mentionne dans sa préface en disant que la radio a joué un rôle finalement dans mes souvenirs, et puis dans le fait que c'est grâce à la radio actuelle algérienne, la chaîne 3 en l'occurrence, que ce recueil finalement est né. Oui, parce que mon père, dans le village où je suis née, qui était un village agricole colonial, c'est-à-dire que les indigènes, à l'époque on les appelait les indigènes, il faut accepter ce terme, travaillaient chez les colons. Mais mon père ne travaillait pas chez les colons, il était surveillant de chantier forestier. C'est ça qui lui avait permis d'être l'intermédiaire entre la ville et le maquis. Et un beau jour, donc il avait un salaire régulier et il était, on va dire, entre guillemets, lettré. Il avait le certificat d'études primaires. Il aurait pu aller plus loin si son père ne lui avait interdit d'aller à l'école coloniale. Donc, il a pu, en cachette de son père, passer un concours pour faire forestier. Il était major de promo. Il a été envoyé, il a quitté la Kabylie pour aller du côté de la wilaya d'El Asnam, de Chlef. Et c'est là que je suis née, dans ce village. Et c'est lui qui lisait les journaux et qui donnait l'information aux voisins, qui tous étaient analphabètes. Et quand la radio a commencé, la radio de la guerre de libération, avec Saout al-Arab. Saout al-Arab, justement, moi je l'ai appelé Saout al-Jazaïr, je ne sais pas pourquoi. Et donc il a acheté ce fameux, comme le TICF, on disait TICF, cette radio magique qui pour moi était une merveille, je le raconte dans l'un des souvenirs. Et d'ailleurs la photo que j'ai, c'est cette radio que j'ai chez moi,
que j'ai gardé, donc j'en ai hérité. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il écoutait. Et puis je raconte un petit peu la scène où il ne fallait pas qu'on fasse de bruit. On ne savait pas pourquoi, mais nous, enfants, on riait, on recevait la claque. C'était anecdotique, mais c'était très solennel. Très solennel. Donc voilà, entre autres. Et puis les autres aussi, les autres récits. Et cette radio, je l'ai écoutée passivement pendant la Révolution et puis jusqu'au fin des années 60 parce que j'écoutais à travers ce qu'écoutait ma mère et les informations que mon père écoutait sur la chaîne Kabyle, la chaîne 1 et la chaîne 3. Et puis en 70, ça y est, j'étais auditrice active. Depuis, je suis auditrice active. Il y a un lien affectif avec la radio qui remonte à la Révolution. Tout à fait. Autre chose que vous avez vécu en filigrane, ce fut la confection des drapeaux en vue du grand défilé, puisque le cessez-le-feu est là. Exactement. La victoire est là. C'est ça. On sait ce qu'il va advenir. Oui. En fait, je ne sais pas si cette confection s'était déroulée entre le cessez-le-feu en préparation ou c'était pour les manifestations du 11 décembre. Voilà. Là, ça m'est revenu dernièrement. Vous savez, dans ce recueil, il n'y a pas de repère, ni spatial, ni temporel. Oui, je crois que vous aviez 5 ou 6 ans. Voilà. Pour les enfants qui ont tous vécu ça, il n'y a aucun repère. On raconte seulement. Il y a une d'ailleurs dans le récit de l'épouvantail, où Zna me disait, je sais que mon père a tardé en prison parce qu'on a eu 3 ou 4 vacances scolaires. Donc ça veut dire au moins une année scolaire. Vous voyez, donc les repères, on ne les avait pas, mais toujours est-il, oui, c'était une scène, je le décris, ma mère comme un automate, elle découpait, elle rangeait, elle mettait dans l'armoire, mon père qui traçait et qui se bagarrait avec une forme, je ne savais pas que c'était... Mais je me rappelle, les termes, c'est fou, les termes me restaient, ça résonne encore, c'était l'équerre, c'était je ne sais plus ce qu'il disait, et puis quand il faisait ça, il était désemparé devant cette forme, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était l'étoile, il voulait la faire la plus parfaite possible. Et puis donc là, dans la première de couverture, justement, il y a ces étapes de la confection du drapeau national que j'ai fait moi-même. C'est moi qui ai confectionné ce drapeau il y a quelques années. Et pendant que je le confectionnais, ce flash m'est revenu. Donc c'est là que j'ai écrit ce souvenir-là. Et puis ce verre, justement, j'avais déniché un morceau de verre à l'image du verre de l'indépendance, parce que le drapeau algérien, c'était ce verre-là. Évidemment, aujourd'hui, avec les matériaux, enfin les matières, le tissu avec lequel on confectionne donne une autre couleur. Mais là, c'était, puis l'éditeur, donc l'Odyssée, il m'a fait ça en film. Et puis là, c'est le martyr dont parle Zahia. Oui, on va y arriver. Voilà. Donc, avec les Merlin. C'est ça, avec les Merlin. On va y arriver. Justement, vous nous retracez vos propres souvenirs, mais aussi ceux que vous avez récoltés auprès de la famille, des amis, et notamment celui de Fatma, et vous nous montrez sa terreur, mais aussi le courage avec lequel elle va aller enterrer les pansements des Moudjahidines qui ont été soignés clandestinement, évidemment. Exactement, oui. C'est fou ce récit, et c'est incroyable. Moi, je trouve, ils sont tous magnifiques, mais il y en a qui sont anecdotiques. Mais il y en a qui sont vraiment marquants, mais ils valent tous d'être dits. Cette fille qui avait à l'époque, je pense, entre 8 et 12 ans, et où elle avait la terreur de son père, l'autorité paternelle, c'est quelque chose, plus la terreur c'est-à-dire tu fais attention, ne te fais pas remarquer, il faut le faire pendant la sieste, les ruelles, même les villes à l'époque, juste après l'indépendance, l'heure de la sieste, il n'y avait personne dans les rues. Il n'y avait personne. Donc vous imaginez tout ça, il fallait surtout pas qu'elle soit croisée par ses copines ou par un adulte, etc. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure-ci dehors, etc. Bon, elle a réussi à le faire. Mais bon, beaucoup, donc qui sont plus âgés que moi, ont dit que ces événements-là ont marqué leur baptême de passage à l'âge adulte trop précocement. Et Youssef Merrahi qui avait écrit
chronique, il m'avait incluse dans l'une de ses chroniques de cet été, du mois d'août, où il a dit que effectivement ce recueil vraiment marque ou transmet exactement le fait qu'on a eu notre enfance confisquée. D'ailleurs, doublement, puisque vous avez parlé de l'autorité paternelle, et parfois on peut, on est de votre génération, regarder rétrospectivement et regarder sévèrement cette autorité, cette rigidité. Et c'est des témoignages que j'ai entendus aussi ailleurs. Oui, oui. Et cependant, lorsqu'on voit le contexte de l'occupation, cette peur que, malgré toutes les précautions, la fuite de l'information vienne de l'enfant, etc., il y a cette sorte de rigidité presque involontaire du parent. Et ce n'est pas l'un des moindres crimes du colonialisme d'avoir jusqu'à gâcher les rapports père-fils, père-fille. Oui, le traumatisme. Voilà, et d'avoir confisqué au père l'affection paternelle qu'il aurait dû avoir. Oui, effectivement. Parce qu'il fallait se... Ah oui, il y a des aspects, je pense, psychologiques on devrait écouter, des psychologues devraient se pencher sur ces gens-là qui racontent, parce qu'il y a un trauma qu'il faut à tout prix dépasser, et il faut qu'il y ait on va dire une résilience, mais il faut qu'il y ait une exorcisation de ces traumas. On ne peut pas partir comme ça. Pendant ma vente dédicace aussi là, il y a quelqu'un qui s'est attardé un petit peu, donc je l'ai abordé, je lui ai dit est-ce que voilà, ça raconte et tout. Il m'a dit, je lui ai dit, vous avez vécu la guerre? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, écoutez, ça raconte. Il m'a dit, je ne peux pas. Je dis, vous savez, ça fait du bien de... Il m'a dit, je ne peux pas. Je préfère garder ça au fond de ma mémoire. Je ne peux pas, c'est trop dur. Vous imaginez? Donc, une autre dame m'a raconté récemment, d'ailleurs en parlant des souvenirs-là, m'a dit oui, au village de Hesnawa, donc un petit peu sur les hauteurs de Tizi Ouzou, où un enfant a été enterré vivant lors d'un contrôle de l'armée coloniale, et d'habitude ils ne contrôlaient pas les enfants, et ce jour-là je ne sais pas comment il se fait qu'il a été contrôlé. Ils ont trouvé une lettre, ils l'ont ouverte, ils ont vu que c'était des informations et tout, qui te l'a donné, il était tellement sidéré, c'était le mutisme total, il n'a rien dit, et bien ils lui ont creusé une fosse et ils l'ont enterré vivant, pour vous dire qu'il y a encore tellement de choses à savoir sur cette guerre de libération, et il y a un patrimoine mémoriel qu'il faut à tout prix préserver, et c'est justement cet autre regard, cette perception de la guerre par les enfants, et ces enfants-là ont contribué à la guerre, et ils sont des millions, et jusqu'à aujourd'hui on ne leur a pas donné voix, sauf certains auteurs qui ont écrit des romans dans lesquels ils ont inséré leurs propres souvenirs, que j'ai lus d'ailleurs, etc. Comme Fatiha Nsrine avec l'abbé aux jeunes filles et d'autres. Oui, et puis comment elle s'appelle, Rabia Hashmi dans Un jour ma mère reviendra, où elle raconte ses propres souvenirs ou souvenirs de sa famille, mais d'autres n'ont pas pris la plume, justement. D'ailleurs, vous avez parlé de l'engagement très jeune au sein de la Révolution. C'est le cas justement d'Ekli Zmirli. C'est Zahia qui nous en parle. Oui. Et elle nous montre d'abord avec quel enthousiasme il participe à la Révolution, il cache des documents, il cache des armes, et puis un beau jour, il demande à déjeuner plus tôt, et je vous laisse... C'est ça. En fait, Zahia, c'est ma belle-sœur. Ekli Zmirli, c'est le beau-frère, mon beau-frère, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître. Allah yarhamou, mort à 20 ans. Il a quitté les bancs du lycée en 1956 à l'appel du FLN, alors qu'il s'apprêtait à aller faire ses études de médecine à Alger. Il allait faire la médersa et continuer ses études à Alger. Et donc c'était, si vous voulez, l'idole de toute la fratrie. Et puis donc voilà, il mêle sa jeune sœur grâce à des ballerines qu'il lui avait promises, des ballerines dorées dont elle avait toujours rêvé. Il lui a dit, je t'achète tes ballerines si tu viens avec moi. Et puis petit à petit, il l'a mêlée un petit peu à ses activités
à l'époque Moussabil, avant qu'il ne monte au maquis, donc il transmettait des armes et tout, et c'est elle qui lui permettait, elle faisait le guet pendant que lui, il donnait les armes à quelqu'un qui allait monter au maquis d'Orjaouna, c'est la montagne qui surplombe la ville de Tizi Ouzou, comme dans tous les pays, toutes les régions d'Algérie, c'était comme ça. Et puis un beau jour, il revient et il dit à sa mère, je dois partir, il y a un décès, le père d'un ami à moi qui est décédé dans tel village, il faut à tout prix que je parte parce que le déjeuner est prêt. Bon, c'était pas prêt, mais elles essayaient de lui prêter quelque chose. Entre-temps, sa sœur devait lui repasser son bleu jean, c'était le meilleur pantalon de l'époque. Mais il est parti avant ça parce que ça y est, il devait aller au maquis, soit parce qu'il avait peut-être été découvert, ou on ne sait pas. Ça, c'est un détail qu'on ne m'a pas donné, je veux dire. Et voilà, et puis quelques temps après, il est tombé, mais il a servi même au maquis. C'était lui le lettré aussi. C'est lui qui lisait les tracts, c'est lui qui rédigeait, c'est lui qui lisait les journaux à tous les moudjahid. Et ça, c'est une moudjahida qui a maintenant presque 90 ans, qui l'a raconté dans ses mémoires à elle, en disant que c'était Akhlise Mirli qui nous lisait les informations, etc. Et puis un jour, il y a eu un accrochage et il était parmi les décédés. Et puis c'est grâce à lui, si vous permettez, un peu grâce à lui que nous avons initié l'âme nationaliste, l'amour de la patrie à nos enfants. Un 1er novembre, on les avait emmenés au musée du Moudjahid à Tizi Ouzou qui venait d'ouvrir. Donc je leur ai un peu expliqué ce que j'avais gardé, les transmetteurs, les appareils de transmission, la khabia, les patogas troués, en leur expliquant pourquoi, etc. Puis on les a emmenés se recueillir sur la tombe de leur oncle, Allah yarhamou. Et de là, ils étaient deux, donc mon fils et ma fille. Bon, mon fils, je pense qu'il est très sensible et tout, mais il n'a pas réagi sur le champ. Il n'est pas très démonstratif. Mais la petite, enfin Leïla, elle m'a dit je veux le drapeau, je veux le drapeau. Elle l'a gardé, je me souviens bien, sous son oreiller quelques jours. Et puis elle nous a dit mettez-le-moi au-dessus de mon lit. Elle l'a gardé pendant des années au-dessus de son lit. Et puis maintenant, quand elle va dans ses manifestations pour la Palestine en France et tout, elle a donc le kéfier, elle a le drapeau algérien et elle ose parfois prendre le drapeau palestinien à ses risques et périls, mais ça continue. Donc l'âme nationaliste, c'est pas seulement les cours d'histoire de l'école, mais c'est une manière, il faut leur apprendre l'histoire de manière ludique et comme ça. Je peux emmener mes enfants et demander à mes élèves, par exemple, d'aller interroger leurs grands-parents. Et il y a tellement de choses à raconter. J'ai eu beaucoup de témoignages comme ça depuis la parution de ce petit recueil. Depuis sa parution, j'ai énormément de témoignages. On espère bientôt un deuxième tome. Pourquoi pas, Inch'Allah, on laisse le temps faire pour celui-ci, puis on verra. Oui. J'espère qu'il aura la diffusion qu'il mérite. Et ce qui ressort aussi de ces témoignages, c'est la pratique systématique de la torture, que ce soit à travers le témoignage de Sherifa, de Ouzna, de Tessadit et d'autres. C'est systématique. Et si vous permettez, je voudrais citer un passage. Oui. Il me semble que c'est Tessadit qui raconte lorsque les femmes et les villageois sont alignés et qu'elle entend, elle dit, je compris bien plus tard que les soldats étaient en train de torturer une femme du village voisin qui travaillait avec les moudjahidines. Parce qu'elle entend des cris effrayants, elle se dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Elle comprend bien plus tard qu'il s'agit de cela. D'après les adultes, elle ne parla pas malgré les supplices qui durèrent toute la nuit. Il y en a même qui disaient que si elle avait parlé, l'armée coloniale aurait brûlé les 2 villages en entier, car pratiquement toutes les familles travaillaient avec les moudjahidines. Le lendemain, son corps couvert de sang fut jeté sur la placette pour servir d'exemple. Oui, c'est fou. Même dans le Duffelcoat, qui se passe à Alger, où c'est très anecdotique, les enfants entendaient les cris des torturés, des suppliciés
pas loin de l'école où ils habitaient. Donc vous voyez que ça a toujours été, même si vous n'avez pas assisté ou entendu, moi par exemple, je sais que mon père disait, ou là, enfin entre voisins, quand nous on jouait, on entendait comme ça des bribes, et donc vous voyez que oui, la torture a toujours été là, physique, le harcèlement, vous savez, les rafles, quand ils viennent, ils débarquent dans les foyers, ils renversent tout, etc. C'est marquant pour un enfant, c'est fou. Et voilà, donc, il y a pas, on me dit, c'est de quelle région? J'ai dit, c'est national, parce que tous les enfants de l'Algérie ont vécu ça. Il n'y a pas de lieu, évidemment. On parle de village de Kabylie, je parle de la vallée du Chélif, on parle de Mostaganem, on parle d'Alger et tout, mais c'est le porte-parole, oui, c'est le porte-parole de tous les enfants de toute l'Algérie de cette époque-là. Alors justement, on va arriver à le parallèle avec lequel on avait entamé l'émission, à savoir la lutte du peuple palestinien pour sa libération. Cependant, si vous permettez, on va opérer un petit intermède musical avant de conclure en beauté avec un intermède poétique. On se retrouve tout de suite pour la Minute Mélomane. Pour notre Minute Mélomane, je vous laisse découvrir, avec plaisir j'espère, Stand Up for the Revolution. A tout de suite. انهض للثورة والثار انهض للثورة والثار انهض كهبوب الأعصار انهض كهبوب الأعصار وارجم أعداءك بالنار وارجم أعداءك بالنار واهتف بالصوت الهدار واهتف بالصوت الهدار الثورة 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 نهج الأحرار الثورة نهج الأحرار من غزة من قدس العربي من غزة من قدس العربي من أسر النقمة والتعب من أسر النقمة والتعب اخرج كالريح ولا تهبي اخرج كالريح ولا تهبي يا جيل النخوة والغضب يا جيل النخوة والغضب وتدفق 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 نهرا من لهب وتدفق نهرا من لهب انهض من قاعك وانتشري انهض من قاعك وانتشري في الماء الصخر وفي الشجر في الماء الصخر وفي الشجر في أرضك وادخل في المطر في أرضك وادخل في المطر وامضي كالسيف إلى الظفر وامضي كالسيف إلى الظفر وابدأ 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 ميلادك بالحجر وابدأ ميلادك بالحجر Stand Up for the Revolution, et c'est le message que le peuple algérien a saisi dans son ensemble. Et je reviens avec Safia Belhoussine Zimeli et son très bel ouvrage, 1er novembre 1954, Petite histoire dans la grande histoire. On voit aujourd'hui la même sauvagerie, on a parlé de la torture, on a parlé de la déshumanisation, et on voit aujourd'hui la même sauvagerie à l'œuvre en Palestine. Oui. Cependant, tous les colonialistes et les impérialistes sont condamnés par l'histoire. Et pour nous dire au revoir en beauté, vous êtes aussi touché par la cause palestinienne, absolument, comme oui, l'ensemble du peuple algérien. Oui. Donc, vous nous avez amené avec vous un petit poème oui. que vous souhaiteriez déclamer. Donc, je vous en prie. Merci. D'abord, mon premier kéfier date de 1975. Je l'ai acheté du côté du tunnel des facs, j'étais étudiante, et c'était la proclamation de l'État de Palestine, c'était la période avec Yasser Arafat et tout. Donc mon premier kéfier date de cette période-là, et bien sûr on ne peut pas être insensible à ce qui se passe en Palestine, surtout depuis le 7 octobre, les massacres et tout, et quand ça a commencé, vraiment, j'étais sous le choc, et toute la journée, je l'ai passé enfin toute la journée, pendant longtemps, à fredonner une chanson de Marcel Khalife, c'est Tifl wa Tayara, où il raconte justement un bombardement. Et donc, je me suis inspirée un petit peu de sa chanson, que j'ai traduite, on va dire, que j'ai appelée le cerf-volant. Il était un enfant qui jouait au cerf-volant. Il lui lâcha les ficelles pour le lancer jusqu'au ciel.
Envole-toi, cerf-volant, et dis-moi comment tu vois la terre du firmament. Dis-moi sa beauté, ses couleurs, dis-moi ses hommes et leurs demeures. Et pendant qu'il rêvassait, un avion vint à passer, avec des ailes si larges qu'elles couvrirent tout le village. Il oublia son cerf-volant et rejoignit les enfants. En levant tous les mains, ils suivirent l'engin. Ils ne savaient pas, pauvres innocents, qu'un déluge de feu allait tomber sur eux. L'avion assassin cracha tout son venin. Plus d'enfants, plus de rire, plus de jeux, plus de jardin. Du cerf-volant déchiqueté, des anges blancs, tels des colombes, par centaines de milliers, s'envolèrent vers l'éternel. Voilà, c'est ça la vérité du sionazisme et de l'occupation sionazie en Palestine, mais qui, comme toutes les occupations, est vouée à la poubelle de l'histoire, grâce justement à la résistance héroïque du peuple palestinien et qui fait pendant, qui fait miroir à la résistance héroïque du peuple algérien, résistance dont vous nous donnez un très bel exemple avec cet ouvrage, 1er novembre 1954, petite histoire dans la grande histoire. Merci beaucoup, Safia Belhossein Zmeili. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, de vous avoir écouté. Partagé. Merci. Et puis rendez-vous pour le deuxième tome, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à vous, mes chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous rejoindre tout de suite pour accueillir notre deuxième invité. Alors avant d'accueillir mon second invité, on va opérer un petit intermède littéraire avec cette fois-ci notre livre de chevet qu'on va retrouver après le jingle avec notre invité. A tout de suite. Donc j'ai l'immense plaisir pour la seconde partie de notre émission d'accueillir Madame Karima Eid Dahman. Madame Eid Dahman, bonsoir. Bonsoir Jawad et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré. Vous êtes docteur en sciences du langage, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages et à l'occasion du SILA, vous avez fait paraître un tout nouvel ouvrage qui s'intitule « Les crimes de guerre de la France en Algérie de 1830 à 1847 » que nous allons découvrir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous. Merci Jawad, c'est une joie de participer à votre émission Culture, l'autre regard, d'autant plus je suis analyste du discours, je travaille beaucoup sur l'altérité. Hein. Au fait, je tiens tout d'abord à remercier la maison d'édition ANEP pour son professionnalisme. 62 ans après l'indépendance, donc là j'ai publié le livre des crimes de guerre de la France en Algérie 1830-1847. C'est un titre c'est un livre très significatif et d'actualité. Hein. D'autant plus, à chaque fois, nous avons des discours qui circulent sur l'Algérie, qui sont actualisés, réactualisés en contexte, surtout le contexte actuel, international actuel de la Palestine. Donc personnellement, j'ai jugé utile de publier ce livre sur l'histoire de la conquête de l'Algérie. Je m'adresse à de nouvelles générations, d'indépendance, mais aussi deuxième et troisième génération d'immigration. Hein. Ces générations plurielles connaissent la guerre d'Algérie à travers les manuels scolaires, à travers les films, mais ils ne connaissent pas cette période de la conquête 1830-1847. C'était une période longue, atroce et épouvantable. Donc c'est comme s'il s'agit d'un oubli, d'un silence de mémoire, un trou d'histoire, l'histoire algérienne qui a été, je dirais, fracturée par la colonisation, par les guerres et les affrontements. J'ai voulu transmettre un savoir aux nouvelles générations. Vous le faites à merveille et on va découvrir cet ouvrage. Cependant, puisque vous avez parlé d'analyse du discours et d'idéologie coloniale sans cesse recyclée, sans cesse remise au goût du jour, si vous permettez, on va opérer un petit intermède avec notre livre de chevet d'Olivier Lecourt Grand-Maison, Ennemi mortel, où on va voir qu'en plus de l'islamophobie savante, il y a aussi le recyclage du discours
coloniale dans les œuvres dites esthétiques, puisque on retrouve ce discours-là dans les romans, et ce, durant déjà la période coloniale. Jugez-en, Olivier Lecourt-Grandmaison nous dit la diffusion verticale des idées de renom se fait grâce à certains romans coloniaux, prisés des amateurs de littérature exotique, laquelle a connu des heures fastes pendant l'entre-deux-guerres, où elle fut soutenue par l'Académie des sciences coloniales et souvent beaucoup lue. Tel est le cas de Mektoub. Déjà, on voit le folklore. Publié en 1923 par Yvan de Saint-Gouric et le Capitaine A, pseudonyme utilisé par le comte de Gouvion-Saint-Cyr, qui affirme avoir écrit un roman réaliste destiné à narrer les amours tragiques d'une infirmière métropolitaine avec un musulman d'Algérie rencontré au cours de la Première Guerre mondiale. Parti dans cette colonie pour rejoindre celui qui est devenu son mari, en dépit de la réprobation de sa famille et de ses proches, cette jeune femme est maltraitée, voilée, exploitée par son époux. Preuve éclatante, disent les auteurs, que l'arabe est d'une civilisation rétrograde. Preuve également de l'impossible assimilation des indigènes. Même lorsqu'ils ont été éduqués dans des écoles françaises, ils n'en conservent pas moins un caractère violent, une paresse légendaire, enracinée dans l'islam et son culte du destin et des coutumes archaïques. Alors, quand c'est le colon qui écrit ce genre de roman, on dit que ça appartient en principe à la poubelle de l'histoire. Cependant, on a vu qu'il y a des autochtones qui recyclent ce genre de discours. Absolument. On revient justement vers un livre beaucoup plus édifiant et beaucoup plus instructif que justement ce genre d'ouvrage, à savoir Les crimes de guerre de la France en Algérie 1830-1847. On pourrait dire que la méthode que vous avez employée dans cet ouvrage, c'est le verset Shahida Shahidun min ahliha, puisque vous citez les auteurs, vous citez les génocidaires qui ont eux-mêmes participé à la campagne dite de pacification. Et c'est là où on voit qu'il ne s'agissait pas de bavure, mais d'une méthode systématique d'extermination. D'extermination, effectivement. Au fait, oui. Là, vous venez de citer un passage d'un roman. Non, d'un essai, oui, mais lui-même cite un passage d'un roman. Oui. Voilà. Au fait, il faut dire le plus grand crime, celui du colonisateur, et d'avoir essayé de donner une image négative, stéréotypée sur l'autre arabe, nomade, sanguinaire. L'image est plus forte que le réel. Tout à fait. Pourvu qu'elle dure dans le temps, elle finit par s'imposer comme étant vraie. Se surimprimer. C'est ce qui s'est passé avec les militaires français. Bon, ils sont venus en Algérie, ils étaient tous jeunes. Ils entendaient parler de l'arabe pirate, l'arabe sanguinaire, l'arabe. Donc, finalement, le résultat, c'était quoi? C'était être plus violent que le barbare, le monstre qu'on est venu civiliser. Bien que la colonisation a un autre objectif, c'est le pillage des richesses. La France voulait s'étendre au sud et exploiter toutes les richesses de l'Algérie. Mais là, si vous permettez, Jawad, moi, je me suis basée sur leurs documents, leurs propres documents. Donc, j'ai travaillé sur les archives en Algérie, parce qu'il y a un fonds d'archives en Algérie, que ce soit au niveau de la Bibliothèque nationale, au niveau aussi du centre diocésain à Alger. Mais j'ai travaillé aussi en France. J'ai consulté les archives. Les militaires, je ne peux pas dire qu'ils sont racistes. L'alternative, c'est tuer ou être tué. C'est les politiciens qui sont racistes, mais les militaires, ils sont là pour exécuter des ordres, pour le pillage, etc. Au fait,
Comme je crois l'avoir déjà dit, la violence était extrême et selon les sources françaises, l'Algérie a connu un déclin démographique important, un déficit démographique allant de 40 à 58%. Bien sûr, on n'avait pas les moyens pour calculer le nombre de martyrs pendant cette période. Vous citez le chiffre, oui. Juste pour 1830 à 1847, vous citez le chiffre exorbitant de 300 000 à 400 000 ça, c'est victimes, et Jacques, la plupart sont des civils. C'est Jacques Frémaux, hein, mais dans d'autres sources, nous avons entre 50 000 et 1 million. Je vous dis, il n'y avait pas à cette époque des outils pour calculer le nombre exact de martyrs. Hein. Mais ce qui est sûr et certain, et en se basant sur les écrits de généraux et gouverneurs généraux, il y a eu un déficit démographique, donc population éradiquée, exterminée. L'essentiel, c'est d'arriver à conquérir Alger. Ensuite, bien entendu, à s'étendre bien entendu, vers les autres régions. Et ce qui est frappant en vous lisant, c'est la continuité historique des méthodes impérialistes. Absolument. Et notamment le fait que, hier comme aujourd'hui, il s'agit toujours d'échapper aux problèmes internes en se fabriquant un ennemi. Absolument. Et c'est là où vous citez, par exemple, vous citez le marquis de Clermont-Tonnerre qui dit « Je regrette ». Au sujet de l'Algérie, je regrette que nous ayons laissé échapper l'occasion d'acquérir une gloire utile à ce peuple, c'est-à-dire le peuple français, qui a besoin de quelque chose qui, de temps en temps, l'occupe et l'entraîne en dehors de la fermentation des esprits. Puisque justement, à ce moment-là, tout n'est pas rose dans le royaume de Charles X. Il a besoin de mouvement parce qu'il est mobile et sa vanité a besoin de gloire militaire. Vous voyez le bien que nous a fait la guerre d'Espagne? N'était-il pas beau, après avoir détruit les tyrans d'Espagne, de détruire les tyrans d'Algérie? Et là, on retrouve deux topos. Bon, alors, il y a évidemment le fait de détourner les problèmes internes vers l'ennemi externe, mais aussi, et cette fameuse mission civilisatrice, mais aussi cette fameuse libération, apporter la démocratie, apporter... C'est-à-dire, les colonisateurs, les exterminateurs viennent nous dire, nous sommes venus vous libérer de vos tyrans. Oui, oui. Au fait, vous avez tout à fait raison de se situer dans le contexte historique. Effectivement, en 1830, la Restauration vivait ces derniers jours. Hein. Oui. Charles X voulait proposer un cadeau pour les Français. Hein. Vous savez que le prestige là, de la France coloniale est construit par le vol et le pillage du trésor. Hein. J'ai parlé dans le livre du trésor de la Casbah, hein, qui a été envoyé en France. Et selon Agiran, l'historien français, 12 bateaux de guerre ont transporté le trésor qui était au niveau de la Casbah en France. Hein. Moi, personnellement, quand je vais en France, je leur dis c'est notre argent. C'est le trésor de la Casbah. Bien sûr. Hein, vous voyez. Donc, il y a eu aussi des razzias. Hein. Vous savez, le coup dur pour l'émir Abdelkader à cette époque, c'était la razzia de la Smala. C'était la prise de la Smala. Ils ont pris beaucoup d'argent, des vêtements, troupeaux, bétail. Sans parler des massacres. Sans parler des manuscrits très précieux. Hein. Oui, qui était le vrai trésor de l'émir Abdelkader. Absolument. Hein? Donc, vous voyez, donc nous dire maintenant qu'ils sont venus pour une mission civilisatrice, les actes sur le terrain démontrent le contraire. D'ailleurs, en vous lisant, on vous croirait voir attraper ces génocidaires et leur taper la tête l'un contre l'autre. Parce que vous dites, en fait,
notamment sur ce fameux mythe de Terra Nullius, c'est-à-dire le mythe de la terre vierge à conquérir, hein, et qu'on a retrouvé avec l'entité sioniste et le peuple sans terre pour une terre sans peuple. Vous dites, on ne peut s'empêcher de relever quelques contradictions. Alors d'une part, on écrit qu'avec la conquête, il n'y avait rien. La Régence n'était qu'une terre déserte. Et vous citez l'un des génocidaires qui dit « En 1830, l'Algérie était une terre désolée et déchue où l'Arabe campait depuis des siècles, ce nomade qui n'a pas de patrie. Rien n'existait en 1830, tout fut édifié en un siècle. » Lettre du 18 juillet 1830. Et puis, d'autre part, vous dites, on apprend que les officiers se sont emparés d'un énorme butin. Le terme pillage se révèle directement illustratif de ce prestige militaire. Le comte Alex de Ligneville écrit, aussitôt notre arrivée, une commission a été nommée pour apposer les scellés sur les appartements et les coffres-forts. Et les uns estiment les titres à 50, d'autres à 80 millions. Ouais. Ça rappelle les sionazis qui nous disent que le peuple palestinien n'existe pas, mais qu'il faut éradiquer ce peuple. Au fait, Jawad, même prétexte, même scénario, même discours, mêmes éléments de langage. J'allais dire, bon, même situation initiale, même action, même résultat. Hein? D'ailleurs, même résultat, y compris pour la défaite inéluctable. Absolument. Hein? Donc là, effectivement, les Algériens et même les Palestiniens aujourd'hui se retrouvent en face d'une machine militaire infernale, avec le soutien international, avec les armes, les moyens pour faire avorter toute tentative de résistance au projet d'occupation. Hein. Et là, en parlant bien entendu du cas algérien, effectivement, il parlait d'une terre vacante, inhabitée, effectivement, et à l'heure actuelle, nous avons des discours qui disent « Ah, la nation algérienne n'existait pas avant l'arrivée des Français », ce qui est tout à fait faux, hein, parce qu'il y avait déjà des accords entre la France et le Dey d'Alger avant l'expédition d'Alger. Hein, et les historiens français, à l'unanimité, disent voilà, donc les médias sont en train de falsifier l'histoire, hein, parce que l'Algérie avait un pouvoir, avait une diplomatie, et en 1830, les Algériens, c'était aussi des tribus, hein, essayaient de défendre leur patrie, hein, donc ça prouve qu'il y avait une nation, une entité nationale, un amour de la patrie, hein, et ils ont déclaré le djihad qui n'est qu'une guerre défensive contre le Roumi, symbole de la colonisation antérieure. Absolument. D'ailleurs, le colonisateur lui-même n'est pas en reste en ce qui concerne le discours religieux, puisqu'il y a une véritable rhétorique religieuse de la conquête et que vous révélez dans votre ouvrage, notamment lorsque vous citez le sinistre Bugeaud. Enfin, en fait, vous citez Poujola, qui lui était très lié à Bugeaud et qui rapporte ses propos. Oui, c'était le secrétaire de Bugeaud. Voilà, et qui dit « Notre guerre d'Afrique, tenez-vous bien, est une continuation des croisades. Le but de cette guerre est plus haut, plus sacré que le but des guerres européennes. Et ce qui est en jeu, c'est la sainte cause, tenez-vous bien, de la civilisation, la cause immortelle des idées chrétiennes auxquelles Dieu a promis l'empire du monde et dont le régime français est le soutien providentiel. » Oui. Au fait, on est en plein délire. On est en plein délire et ça m'amène à parler de l'ethnographie au service de la stratégie. Alors, vous m'excusez de vous interrompre, militaire. Justement. Hein? De vous interrompre partiellement, puisque je vous cite. Effectivement, vous dites au sujet de l'ethnographie, et c'est très important, cette islamophobie savante qui va se diffuser dans l'esthétique et dans le discours de tous les jours. Le repérage, c'est vous qui parlez, le repérage des stéréotypes ethniques
permettra de comprendre le processus de déshumanisation de l'autre, grâce auquel ensuite on massacre en toute bonne conscience. L'image du bédouin cruel, de l'arabe nomade envahisseur, va essentiellement alimenter la réflexion militaire autour de l'altérité irrécupérable. Irrécupérable, effectivement. Au fait, l'ethnographie était au service de la stratégie militaire par la création des bureaux d'Arabes. Bon, on faisait des enquêtes, on essayait à chaque fois de diviser les forces ennemies, diviser pour mieux régner. Hein? On parlait de l'arabe, on parlait du kabyle, on parlait du musulman fanatique. Hein? C'est vraiment divisé pour mieux régner. Mais ça n'a pas marché, hein, parce qu'en Algérie, c'est tout le monde qui a combattu le colonisateur français. Et quand vous parlez de la rhétorique religieuse de la conquête, et vous citez Poujoula, notre guerre d'Afrique, une continuation des croisades, donc là, ils parlaient beaucoup du fanatisme, parce que eux-mêmes, ils étaient fanatiques. Hein. Oui, bon, vous dites dans les mythes de guerre, on peut étudier comment les militaires se construisent en imagination des ennemis barbares à la hauteur de leur terreur. À la hauteur de leur terreur, effectivement. Et là, ce qui est intéressant dans les écrits de Poujoula, il parle du sacrifice, mourir. Les Arabes aiment mourir en martyrs, en héros, en martyrs. Donc finalement, ils sentaient la force de leur ennemi. Il parlait, par exemple, de l'islam comme religion et qui est un facteur d'unité. Hein, et c'est la raison pour laquelle il y a eu la Moubaya'a de l'émir Abdelkader. Bon, certes au niveau de l'ouest, après au niveau du centre, hein, mais c'est pratiquement tous les Algériens qui reconnaissaient l'autorité de l'émir Abdelkader parce qu'ils combattaient pour défendre, voilà, pour défendre la patrie. Autre point peut-être qui n'a pas été bien exploité parce que la période n'a pas été étudiée, on n'a pas compris la reddition de l'émir. La reddition de l'émir, il a créé un État-nation. Donc il voulait conserver quelque chose par cette reddition. Et j'ajouterais quelque chose, il y a eu tellement de massacres de tribus au niveau de l'Ouest, ils n'avaient pas une autre chance de gagner la guerre. Oui, il fallait préserver les vies des Algériens, tout simplement. Des Algériens, D'autant plus que, et on le voit à l'œuvre aujourd'hui avec les sionazis, il y a cette inversion accusatoire. Oui. Ou pour se donner bonne conscience, et on a vu tout à l'heure, pour créer un ennemi à la hauteur de la terreur qu'on exerce, absolument. On va dire en fait que la sauvagerie des colonialistes est nécessaire face à la sauvagerie en fait des colonisés, et jugez-en qui est le plus sauvage avec notamment le duc de Rovigo. Vous citez plutôt... vous dites, le duc de Rovigo avait un système qui ne manquait pas son effet et inspirait une telle terreur qu'il n'y avait pas besoin d'y recourir souvent. Il disait aux tribus qui avoisinaient le lieu où le crime avait été commis, on m'a coupé 3 têtes, si dans 48 heures les coupables ne sont pas livrés, j'irai chez vous et je prendrai 300 têtes. Et il tenait parole, c'est ainsi qu'il a détruit la malheureuse tribu de l'Oufia, etc., etc. Et puis... vous dites encore, en vertu des instructions du général en chef Rovigo, un corps de troupes sorti d'Alger pendant la nuit du 6 avril 1832. Surpris au point du jour, la tribu endormit sous ses tentes et égorgea tous les malheureux. Absolument, absolument. Alors, vous savez, les récits de guerre sont terribles. Hein. Confidence pour confidence, moi quand je erre dans les rues d'Alger, donc on entend marché Clausel, Cavignac, Rovigo, agence immobilière Saint-Arnaud. Hein. Je dis aux gens, ce sont des égorgeurs. Qui avaient des états de service d'un chacal. Exactement. Disait Hugo qui lui-même n'était pas le grand humaniste qu'on veut nous peindre. Absolument, absolument.
Bon, un mot peut-être sur, Je vous en prie. sur Victor Hugo. Oui, je vous en prie. Victor Hugo, il a soutenu toutes les méthodes barbares, infernales du général Bugeaud, lui et Alexis de Tocqueville, Oui. qui étaient soi-disant humanistes. Et Soi-disant. comment justifier cela? La grandeur de la France, la mission civilisatrice, la grandeur de la France, l'honneur l'honneur national. Hein. Oui, Tocqueville Ouais. dit, pardon, vous le allez-y, citez dans allez-y. l'ouvrage, vous dites « Je ne crois pas que la France puisse songer sérieusement à quitter l'Algérie. L'abandon qu'elle en ferait serait aux yeux du monde l'annonce certaine de sa décadence. » Il dit ailleurs « J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât les silos, et enfin qu'on s'emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont, selon moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. » Oui. Encore une fois, et barbare celui qui croit à la barbarie de l'autre. Hein. Exactement. Ok. Donc là, il parle de mission civilisatrice, des droits de l'homme, mais en réalité, c'est un discours raciste. Hein. Donc, finalement, il justifie les crimes de guerre par l'honneur de la France, mais en réalité, un crime ne se justifie pas. Oui, l'honneur de la France et le néant de l'autre. Et le néant de l'autre, oui. Le fameux Hugo, justement, nous dit « Est-ce que vous voyez le barrage? Il est là devant vous, ce bloc de sable et de cendres, ce morceau inerte et passif qui fait obstacle à la marche universelle, ce monstrueux schème qui arrête sème par son énormité l'Afrique. Quelle terre que cette Afrique! L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire. » Oui, l'Afrique n'a pas d'histoire. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Évidemment. Bon. Mais l'histoire, ça s'écrit avec un grand H, hein, et bien entendu, l'histoire coloniale française n'est pas glorieuse du tout, hein, je dois dire. Donc il y a eu racisme, pillage, enfumade, dépossession de terres, de bétail, un génocide historique. Hein. Vous savez, quand on parle de la conquête, c'est, à mon avis, il faut qu'il y ait plus d'écrits, et on attend avec impatience le film sur l'émir Abdelkader, parce que il va retracer cette période de la conquête de l'Algérie de 1830 jusqu'à 1847. On attend ce film avec impatience, hein, pour que les jeunes générations connaissent cet épisode qui justifie toutes les autres violences, que ce soit la violence du 8 mai 45 ou bien la violence du 1er novembre. Alors, voilà. En lisant votre ouvrage, où vous citez abondamment tous les auteurs, tous les acteurs des massacres coloniaux, on est frappé, et on va conclure sur ça, on est frappé par la similitude des éléments de langage avec le colonialisme sionnazi en Palestine. Et, vous citez Rovigo, Montagnac, Saint-Arnaud, etc. Et on a l'impression d'entendre Smotrich, Ben Gvir, Galland, Absolument. tous les génocidaires qui sont en train d'exterminer les Palestiniens en ce moment. C'est-à-dire que l'impérialisme ne finit pas avec une séquence historique, mais qu'il doit être liquidé dans son ensemble. Absolument. Donc, c'est le même projet d'occupation, même discours. Et je vous assure là qu'avec tout ce qui se passe à Gaza, on dirait qu'on est en Algérie 1830-1847. Hein. Il y avait peut-être pas de... c'est pas les mêmes niveaux technologiques. Voilà. C'est pas le même. Mais c'est la même sauvagerie alors. Mais c'est la même sauvagerie. C'est la même sauvagerie. Hein. Donc là, c'est la raison pour laquelle moi j'insiste. Il faut écrire tous les épisodes de la conquête et de la colonisation de l'Algérie et savoir tirer des leçons. D'autant plus maintenant, ils utilisent des plumes algériennes, hein, ou bien la plume du colonisé, on va dire. Hein, oui, du néo-colonisé. Oui. Voilà, ou du néo-colonisé, hein, pour s'attaquer... pour justifier ce genre de... Pour justifier leurs crimes, effectivement. Ouais. En tout cas, pour ceux justement qui voudraient
s'imprégner de notre histoire et voir cette continuité historique de l'impérialisme. Karima Eddahman, les crimes de guerre de la France en Algérie, 1830-1847. Merci beaucoup, madame. Ce fut un immense plaisir de vous avoir reçu. Plaisir partagé. Je vous remercie, Jawad, et je remercie toute l'équipe de Canal Algérie. Merci à vous encore. Et puis, évidemment, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah, qu'on a alaikum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt.